Hello, hello, my international people. This is Louise Uwachu broadcasting live from Vancouver, and this is Thursday, March 8th, 2012. Happy Women's Day. Yeah! It's so great to be a woman, and I am celebrating women today. It's so wonderful to be a woman. I never knew how beautiful it was to be a woman until I grew up. Oh, so grateful that I'm a woman right now. So, the show today will be in French. Pardon. Eh oui, the show will be in French because we are talking to an African specialist. We should have been doing this in an African language, but we'll do it in French. We'll settle for the French for now. So we'll do the show in French, and we're talking about the woman today, the woman yesterday, and the woman tomorrow. So I apologize in advance to my English speaking people. I guess you have to become Canadian and become bilingual. Hey, you know. So, let's bring in our guest, et ça se passe à partir de maintenant, c'est en français. Merci. Allô, bonsoir, monsieur Nzwamba Simanga. Bonsoir. Vraiment, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous de Montréal. Hey. Comment ça va? D'un océan à l'autre. D'un océan à l'autre, oui. Les Français et les Anglais ont conquis le Canada d'un océan à l'autre. Et donc là, on fait le show en français et en anglais. Aujourd'hui, on fait en français. Parce qu'on parle aussi on va sûrement aussi parler de la femme africaine. Et, pour l'instant, on le fait en français, quoi. Vu que vous êtes au Québec, hein, je veux pas que le Québec se plaigne encore qu'il n'y a pas assez de français sur mon show. C'est ça, on va parler dans la langue officielle du Québec. Le Québec gagne toujours au Canada. Ou bien, c'est la journée de la femme, nous ici, on est complètement anglophone. Vous êtes complètement francophone officiellement. Hein. Mais comme c'est la journée de la femme et que la femme est naturellement généreuse, on va parler dans la langue de la partie de l'homme. C'est comment? C'est un bon compromis. En tout cas, merci d'être sur le show. Donc, vous êtes chercheur, expert sur les questions culturelles, historiques. Votre site web de Ouhem Messout, c'est vraiment populaire. Moi, ça m'a vraiment éduqué. Qu'est-ce que vous en pensez de la question de la femme? La question de la femme est un sujet vaste et à la fois délicat, hein, c'est-à-dire que il faut parler de ça comme si on marchait sur des œufs, faut faire attention aussi. Ah ouais, vous voulez dire qu'on est sensible, hein, c'est ça, hein? Non, c'est-à-dire que le sujet est tellement délicat aussi, puisque dans la mesure où les femmes sont en train de conquérir leur liberté, leur émancipation, et chaque mot, chaque terme est placé à son importance. Alors c'est un peu dans ce sens où je dis que c'est un peu délicat. Bon, c'est vrai que bon, un peu sensible. Ouais, pourquoi pas. C'est pas mauvais, non? C'est ça notre rôle. Il avance avec un peu de tact, mais disons que oui, le sujet de la femme est un sujet qui est à la fois tragique dans la mesure où quand on suit son évolution, en fait, ça dépend de la femme. Si on doit faire des comparaisons entre la femme européenne et la femme africaine, je dirais plutôt de la femme eurasiatique. Par là, je parlerai plutôt de la femme
par eurasiatique, on parlerait de la femme européenne et de la femme arabe, juive, donc du Moyen-Orient, les sémites, si on les met ensemble, en quelque sorte, disons, et que si on prend ce bloc de femmes et qu'on le compare avec la femme africaine, et on voit que, dépendamment de leur trajectoire historique, on remarque qu'il y a quand même des situations de drame, et qu'elle essaye d'une part et d'autre, que ce soit de la femme eurasiatique ou de la femme africaine, d'essayer de remonter la pente. Mais ce qu'on remarque, par contre, c'est par rapport à leur trajectoire historique, en quelque sorte, il y a des différences qu'on peut marquer par rapport à la revendication de leurs droits. Donc pour commencer un peu en introduction, avant qu'on entre dans le sujet, pour répondre à la question qu'est-ce que je pense de ce sujet, c'est qu'on devrait aborder la question de l'émancipation de la femme en fonction de leur trajectoire historique, qui sont des expériences historiques différentes entre la femme eurasiatique et la femme africaine d'autre part. Ah oui, excellent. Donc, au fond, si je comprends bien, vous voulez dire que la femme eurasiatique, elle, on la comprend quand elle devient féministe. Parce que par rapport à son dans l'histoire, il y a vraiment pas de droit. Et la femme africaine, elle devrait plutôt célébrer son statut de femme. C'est ça la grande différence de ces deux qu'on doit dire, parce qu'on dit aujourd'hui qu'on allait faire le show Vive la femme, bye bye la féministe. Bye bye la féministe. Oui, donc c'est comme vous venez de dire, il faut tracer les gens selon leurs histoires. Donc est-ce que la femme africaine, est-ce qu'il y a lieu du féminisme chez la femme africaine? Bon, alors si on regarde la situation en fonction des trajectoires historiques, on se rend compte que la question du féminisme dans le cadre d'une certaine revendication des droits tels que les femmes européennes qui ont le leadership de la question le revendiquent, ne concerne en réalité que la femme eurasiatique, dans la mesure où la femme eurasiatique essaye de conquérir des droits qu'elle n'a jamais eus. Si on regarde la trajectoire historique de la femme eurasiatique, on se rend compte que le besoin d'entrer dans un mouvement de féminisme, enfin bref, le concept de féminisme et tout, répond en quelque sorte à une conquête des droits qu'elles n'ont jamais eu dans leur trajectoire historique. Oui. Alors que c'est ça. Alors que elles sont vraiment maltraitées depuis très longtemps, les femmes eurasiatiques. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on constate, que elles vont plutôt dans un sens de conquérir des droits qu'elles n'ont jamais eus, alors que la femme africaine, elle part en quelque sorte en fonction de sa trajectoire historique qui est propre. Elle part d'une situation où elle avait déjà les droits que les autres femmes essayent de conquérir, si pas plus, et à un moment donné de son histoire, elle perd ses droits, donc elle rentre dans une chute, elle perd ses droits, et aujourd'hui, elle se retrouve grosso modo dans la même situation que la femme eurasiatique, au point de vouloir rentrer dans une dynamique de reconquête de ses droits qui va dans le sens du féminisme aussi, mais ça c'est plus par amnésie de ce que elle a été avant. Donc, le fait de ne pas connaître son histoire, le fait de ne pas être versé dans les réalités de son passé, fait en sorte que pour pouvoir retrouver sa dignité, il y a comme un mimétisme en quelque sorte. Donc on copie les méthodes de reconquête
elle copie les méthodes de reconquête de ces droits dans le féminisme et autres mécanismes dont la femme européenne a le leadership. Alors, si elle prenait la peine, si la femme africaine prenait la peine de regarder dans le rétroviseur, de regarder dans son propre passé, elle découvrirait bien des choses qu'elle aurait avantage à réclamer que la femme européenne et orientale n'avait pas avant. Bon, c'est exactement pour ça que je parle à un homme aujourd'hui. Beaucoup de gens me demandaient, mais c'est quoi cette histoire, Louise? Tu parles à un homme sur des questions de femmes, tu peux même pas inviter une femme pour le jour de la femme. J'ai dit, mais je suis déjà une femme. Si je parle à une femme, ça va être encore une conversation entre femmes et femmes. Et après, on va même plus savoir c'est quoi exactement finalement, parce que comme comme on dit, c'est différents rôles entre les hommes et les femmes. Donc, il faut que ça communique entre nous là. C'est ça, il faut partager les points de vue des uns et des autres. Ah, donc là, il faudrait alors plutôt parler de la place et le rôle de la femme africaine dans son histoire, parce que c'est cette place-là justement que la femme européenne rêve. Donc là, le rêve de la femme eurasiatique, c'est de devenir une femme africaine, d'après vous. Je le savais! En fait, c'est bon, dans une certaine mesure, mais pas tout à fait non plus. C'est-à-dire que quand on fait une d'abord, si on essaye de pouvoir comparer les deux trajectoires numériques, les deux trajectoires par rapport à historique, c'est que j'aimerais faire porter l'attention sur quelque chose de particulier, c'est le statut social de la femme en tant que telle, hein, c'est-à-dire que à travers l'histoire et partir un peu de ce dénominateur commun pour pouvoir faire des comparaisons entre la femme eurasiatique et la femme africaine. Mm-hmm. Alors, ce qu'on constate par exemple dans le temps, quand on remonte à travers l'histoire, on se rend compte que de ses tout débuts jusqu'à très récemment, jusqu'à peu près au début du XXe siècle, on se rend compte que la femme eurasiatique, de façon générale, a un statut social de mineur, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme une mineure, hein, un peu comme un enfant. C'est une personne qui a besoin d'un tuteur légal pour tout ce qu'elle doit faire dans sa vie. Donc, elle ne peut pas décider d'elle-même. Elle a un statut de mineur. Donc, c'est ça. C'est vraiment en partant de ce constat-là, en partant de cette constatation, que on peut, à mon sens, mieux cerner la différence fondamentale qu'il y a entre la reconquête des droits entre la femme africaine et la reconquête et la conquête. C'est même pas une reconquête, et la conquête des droits avec chez la femme eurasiatique. Alors, pendant que elle, dans sa trajectoire historique, elle est considérée comme une mineure jusqu'à très récemment, on se rend compte que du côté de la femme africaine, ce n'est pas le cas. Mm-hmm. Ce n'est pas le cas depuis les origines jusqu'à la rencontre avec les peuples eurasiatiques. Quand je parle de la rencontre, c'est donc quand au cours de notre histoire où on entre en communication avec eux, de façon violente d'ailleurs, hein. Quand on connaît notre histoire, on a l'esclavage et le reste, et beaucoup d'histoires de destruction, et par l'incursion même des religions, le poids des religions ne doit pas être minimisé non plus. Et c'est à partir de cet instant-là qu'on remarque en tout cas que la femme africaine, que la descente aux enfers de la femme africaine commence à partir de cette rencontre-là où on a en quelque sorte je vais appeler ça comme ça, on a en quelque sorte une espèce de contamination des mœurs, hein, une sorte de contamination des coutumes suite à cette rencontre-là. Je vais prendre un exemple que l'on connaît tous pour illustrer cela. C'est par exemple, c'est le cas de l'excision.
Le Oh mon Dieu, excellent choix pour parler de ce contact dévastateur. Voilà, exactement. Donc, si on prend cet exemple d'excision, on se rend compte que l'excision rentre tranquillement dans les mœurs africaines seulement après le contact avec les peuples eurasiatiques, et pas avant. Pas avant. Alors, on a essayé plusieurs chercheurs ont essayé de montrer que l'excision est une pratique endogène aux traditions africaines et tout ça là-bas, alors que ce n'est pas vrai. Quand on remarque, quand on observe une carte, quand on prend une carte géographique de la pratique de l'excision en Afrique, on voit que les zones les plus excisées suit en quelque sorte le sillage de l'islamisation. Mais ce n'est pas forcément à partir de l'islamisation de l'Afrique que ça commence. On voit déjà que dans la période de l'Égypte pharaonique, quand les Grecs arrivent, quand les Grecs envahissent le pays, on voit déjà que c'est à partir d'eux que cette pratique entre en Afrique. Alors, avec le temps, en quelque sorte, suite à ce contact-là, alors on voit cette pratique de l'excision qui contamine progressivement nos mœurs, de sorte que les populations africaines qui rentrent à l'intérieur des terres viennent dans leurs valises, en quelque sorte, avec cette pratique-là, et avec le temps, elle finit par s'installer dans les traditions, etc., et au point d'en faire une coutume locale qu'on essaye même d'expliquer par toutes sortes de mythes fondateurs et tout ça. Alors l'excision est un cas concret. Nous avons d'ailleurs dans notre groupe une personne qui a écrit là-dessus sur les origines eurasiatiques de l'excision, oui, où il fait la démonstration il montre en tout cas dans une très grande démonstration que cette pratique est une contamination de nos mœurs. Donc on voit l'excision, il y a d'autres exemples aussi, mais on voit dans le cadre de l'excision comment est-ce que cette contamination lors du contact précipite en quelque sorte la condition de la femme africaine tranquillement, tout doucement vers l'enfer en quelque sorte. Donc, au fait, la dégradation du statut de la femme, c'est aussi, ça fait partie aussi d'une stratégie de guerre contre l'Afrique. Ça fait partie en large, quoi. Parce que si la femme africaine a un statut privilégié qui fait que ça devient une guerrière dans l'histoire, une reine et au-dessus des empires et des États, et qu'elle est dégradée, c'est comme un ennemi de moins ou quoi? On pourrait voir ça comme ça, que c'est une stratégie pour casser les communautés conquises en quelque sorte. Bon, l'exemple le plus marquant, beaucoup plus proche de nous au niveau de l'actualité, c'est par exemple les femmes violées au Kivu. Alors, pourquoi est-ce qu'on les viole? C'est pas nécessairement par loisir et tout ça. Il y a aussi une volonté de casser les communautés qui sont conquises, dévalisées et pillées, puisqu'on sait que la femme africaine fondamentalement est le pilier de la société. Alors comment détruire la société? Il faut détruire la femme. Il faut détruire la femme africaine. Oh mon Dieu. En tout cas, mais la femme africaine n'est pas en train de dormir à attendre qu'on vienne la détruire. La femme africaine, en tout cas, je suis là. Et contre l'excision, là, parce que c'est un sujet qui est revenu souvent. C'est quoi la pratique qui est propre à l'Afrique? C'est la circoncision masculine. Oui, mais pas l'excision. Pas l'excision. Oui, pas l'excision, c'est la circoncision. Même avant le contact avec les populations eurasiatiques, on a des bas-reliefs
dans l'Égypte antique où on voit des scènes de circoncision masculine bien avant même le contact avec les autres. Donc la pratique, d'ailleurs même le papyrus d'ailleurs qui parle de l'excision dans l'Égypte antique parle des Grecs. Hein, ça parle même pas des autochtones. Ouais. Donc ce qui est plutôt caractéristique, c'est plutôt la pratique de la circoncision, donc masculine. La femme, elle, n'est pas concernée par cela. Je vois. Bon, vu qu'on parle de journée de la femme, je vais vous dire que au Rwanda, il y a une pratique spécifique et culturelle à la femme qui s'appelle le gukuna. Est-ce que vous en connaissez quelque chose? Ce ne serait pas une pratique qui consiste à, si ma mémoire est bonne, à allonger, je pensais ça, à allonger le clitoris, je pense. Bon, c'est pas vraiment dans les détails de qu'est-ce que la femme fait par rapport à son sexe, mais plutôt dans le but de faire ça. Ok, dans le but de faire ça. Ok. Non, je connais pas très bien la pratique. J'ai vu une vidéo une fois sur Internet où on parlait de ça, mais je ne connais pas le phénomène en profondeur en tant que tel. Bon, il paraît que c'était pour avoir en fait des femmes épanouies, des femmes qui ont le plaisir d'avoir des relations sexuelles, vu que l'homme rwandais aussi, on l'apprend une tactique qui s'appelle le kunyaza, qui est pour comment faire jouir la femme sans la pénétrer. Donc c'est des enseignements qu'on donne en secret aux jeunes filles et séparés en secret aux garçons pour leur préparer à la vie de couple justement. Oui, mais c'est-à-dire que la pratique en soi, elle n'implique pas une mutilation génitale. Non, il y a rien qui est enlevé. Ouais. Il y a rien qui est enlevé, mais ce qu'ils font, c'est que moi je trouve que c'est comme si c'était le contraire de l'excision. L'excision qui veut que la femme n'ait plus de plaisir sexuel du tout, et soi-disant que ça va la rendre une femme encore plus soumise. Oui. Et la pratique rwandaise qui veut plutôt que la femme soit épanouie et qu'on enseigne aussi à l'homme comment faire pour faire jouir à sa femme, pour que donc sa femme soit épanouie, une pratique qui encourage plutôt l'épanouissement au sein du couple. Ah, oui, c'est vrai que dans ce cas-là, il est clair que l'objectif final est totalement contraire à ce qui est recherché dans l'excision. Dans l'excision, effectivement, il y a comme ce désir de contrôler, d'étouffer les pulsions de la femme, enfin bref, la réduire presque à néant au niveau de son ressenti, au niveau de ses sensations, alors qu'effectivement dans la pratique rwandaise, c'est l'inverse qu'on observe. D'ailleurs, même dans la vidéo dont je parle, j'avais vu, il y avait quelques femmes qui témoignaient. Elles avaient plutôt tendance à apprécier leur En tout cas, j'en connais pas des femmes rwandaises qui pleurent parce qu'on leur a fait ça. C'est ça exactement. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas dire que c'est une pratique qui est faite pour mener la vie dure à la femme, puisque visiblement elle-même ne s'en plaigne pas, alors que dans l'excision, dans la pratique de l'excision, on aura beau dire que c'est de la tradition ou que sais-je encore, les témoignages montrent quand même que les femmes sortent de là terrorisées.
sorte de lac terrorisé. Donc on voit que entre ça et la pratique rwandaise, on voit qu'il y a tout un monde. De l'autre côté, il y en a seul. De l'autre côté, on voit qu'elles en ressortent terrorisées, et de l'autre côté, on voit que elles en ressortent plutôt joyeuses. Donc bon, le constat est assez clair. Donc probablement cette pratique, je me demande si cette pratique telle qu'expérimentée au Rwanda, on pourrait retrouver des pratiques similaires dans l'ère géographique, dans l'ère culturelle eurasiatique. Je ne pense pas, puisque dans toute leur histoire, la tendance a toujours été dans le sens d'étouffer les pulsions sexuelles de la femme. Quand on pense par exemple à la ceinture de chasteté qu'on faisait porter à la femme européenne quand l'on allait à la guerre. On ne sait pas si à la guerre là-bas, s'il perdait sa clé, qu'est-ce qui arrivait. Alors que c'est vraiment pas ça. Un homme qui part à la guerre au Rwanda, la femme reste avec ses frères. Les frères du mari sont responsables de sa femme. C'est ça. Donc c'est clair qu'il y a tout un monde entre les deux univers. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous voyez un retour du matriarcat? Parce que c'est quand même d'un extrême à l'autre. Est-ce que vous voyez le retour du matriarcat? Parce que tout ça veut dire que l'Afrique est quand même une société qui était vraiment basée sur le matriarcat. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver dans combien de temps? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se diriger vers là? Bon, d'abord, le matriarcat dans l'entendement du public actuellement, on le traduit un peu comme étant le pendant féminin du patriarcat, c'est-à-dire que ce serait en quelque sorte dans le matriarcat, ce serait en quelque sorte la femme qui habillerait les mêmes attributs d'impérialisme féminin, cette fois-ci envers les hommes, et l'appellerait matriarcat, et tout, ce serait comme une espèce de patriarcat à l'envers, entre guillemets, alors que c'est pas exactement cela, c'est pas exactement de cela dont il s'agit. En Afrique, bon, on devrait plutôt parler de la matrilinéarité, dans le sens où la filiation est matrilinéaire. Dans le cas par exemple des successions ou l'héritage qui passe par le lignage féminin, hein, et dans les cas par exemple des royaumes, dans les cas de succession, hein, où on constate que dans les systèmes de matrilinéarité, on passe donc, c'est-à-dire que c'est le neveu du roi qui prend la suite du pouvoir, et non pas le fils. Hein. Dans le cas dans les systèmes de patriarcat. Et donc parler de matriarcat pourrait donner l'impression que il s'agit en quelque sorte d'une enfin, je veux dire dans l'entendement du public, il s'agirait plutôt de procéder à une espèce de patriarcat à rebours, où là cette fois-ci ce serait la femme qui porterait la famille avec la même vigueur et la même rigueur que l'homme. Mais est-ce que c'est pas ça qui est arrivé justement en Occident? Quand on regarde la situation de la femme, la situation des couples, des mariages, des divorces en Occident, est-ce que c'est pas ça qui arrive justement? On dirait qu'ils sont dans ce matriarcat dont vous parlez là. Oui, c'est ça, exactement. Hein. Disons que
ce qui est intéressant, par exemple, de noter, c'est que Cheikh Anta Diop, dans son livre, il a écrit un livre qui parle du matriarcat, justement. Il fait la comparaison entre les sociétés africaines et les sociétés européennes. Hein. Son livre, c'est l'unité culturelle de l'Afrique noire. Mm-hmm. Dans l'unité culturelle de l'Afrique noire, Cheikh Anta Diop fait la comparaison, et à l'intérieur, il parle du phénomène d'amazonisme. Mm-hmm. Ouais, d'amazonisme, où il dit grosso modo que l'amazonisme est comme une réponse, hein, est comme une réponse de la femme qui se trouve dans une situation où il y a eu une espèce de patriarcat qui a exacerbé les relations entre hommes et femmes. Donc ce matriarcat ce matriarcat que vivent actuellement les femmes européennes, enfin occidentales, hein, puisque Canada et États-Unis aussi, oui. Les femmes occidentales en général, dans ce féminisme-là, on pourrait plutôt le comparer à de l'amazonisme, en clair. Mm-hmm. Elles sont devenues sauvages, hein? Non, mais vraiment, les femmes en Occident sont devenues sauvages. Je suis désolée. On dirait qu'elles se marient rien que pour divorcer seulement et prendre la moitié de l'argent du gars, quoi. Ouais, tu vois. Donc, c'est ça. C'est plutôt ça, à mon sens, qu'on devrait plutôt parler d'amazonisme plutôt que de dire bon, voilà, les sociétés occidentales, parce que c'est vrai que on entend beaucoup ça aussi, hein, chez beaucoup d'occidentaux, où ils disent que leur société est devenue matriarcale. Donc on voit que même dans l'inconscient collectif, le mot matriarcat est associé, hein, à cette situation où il y a un rapport de force, parce que le féminisme en clair, en tant que réponse, hein, à ce que même Cheikh Anta Diop appelle l'impérialisme masculin. Hein, c'est cette voilà, c'est l'homme tout puissant et l'homme Dieu dans le couple, l'homme tout puissant. Hein, Cheikh Anta Diop appelle ça l'impérialisme masculin. Donc l'impérialisme, le féminisme, non, en tant que tel, serait comme une réponse à cet impérialisme masculin qui écrase totalement, qui réduit totalement à néant la dignité de la femme, et la réponse, hein, face à cet impérialisme masculin qui semble ne pas diminuer sa force, alors elle va rentrer comme dans un rapport de force pour pouvoir essayer de renverser la situation. Hein. Oui, c'est une bataille. Alors, ça serait quoi la version idéale, la version peace, quoi, la version notre propre version qu'on devra pratiquer? Ouais. Alors maintenant, toujours dans ce livre de référence de Cheikh Anta Diop, quand il parle justement de l'amazonisme, il dit que en contrepartie, le matriarcat, donc tel qu'il est vécu dans les sociétés africaines, est plutôt un rapport harmonieux entre un homme et une femme, dans laquelle où les deux se complètent, hein, dans leur rapport homme-femme, dans le cas où les deux se complètent selon selon leurs aptitudes physiologiques, en quelque sorte. Donc, si la femme est physiologiquement capable de faire certaines choses et l'homme pas, ben, l'homme va compléter et vice versa. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette dynamique de rapport de force que l'on trouve dans l'entendement du matriarcat que l'on veut présenter ces temps-ci, en tout cas, dans les sociétés occidentales. Il n'y a pas ce rapport de force-là. C'est pour ça qu'au début, je disais que de parler de matriarcat sans faire des nuances en Afrique
être porté à confusion parce que il n'y a pas justement le facteur de rapport de force que l'on... Ah, je viens de comprendre pourquoi Cheikh Anta Diop s'est marié à une Eurasiatique. C'était pour la libérer, hein. Non, mais jusque-là, j'étais là. Non, mais vraiment, tu nous as fait quoi? Tu nous as fait ça, hein? Vraiment, quoi. Après avoir prêché tout ça, comme on disait. Et, bon, c'était vraiment pour la libérer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, difficile à dire, hein. Difficile à dire. Je suis pas dans les secrets de Cheikh Anta Diop. Dans les secrets de ses choix. mais peut-être qu'effectivement, il y a peut-être dans sa démarche aussi cette volonté de rendre public ces petites nuances là pour apporter des solutions aux femmes occidentales et les autres qui se battent dans la recherche de leur dans la conquête de leurs droits. Voilà, je pourrais lire, je peux lire le passage ici, je l'ai sous les yeux, hein, c'est oui. Ligne, hein, oui. Où il dit le matriarcat n'est pas le triomphe absolu et cynique de la femme sur l'homme, c'est un dualisme harmonieux, une association acceptée par les deux sexes pour mieux bâtir une société sédentaire où chacun s'épanouit pleinement en se livrant à l'activité qui est plus conforme à sa nature physiologique. Un régime matriarcal, loin d'être imposé à l'homme par des circonstances indépendantes de sa volonté, est accepté et défendu par lui. Voilà. Oui. Excellent, parce que en fait, c'est dans l'avantage de l'homme d'avoir une femme indépendante et qui travaille et qui fait sa part. Exactement. Et tu remarqueras que justement, à cause de cette perception des relations hommes-femmes venues d'Europe et tout ça là-bas, par exemple, quand on lit le code de la famille, si je prends le cas de la RD Congo, quand on lit quelques articles du code de la famille de la RD Congo, par exemple, on est stupéfait de retrouver en quelque sorte une saveur du traitement de la femme qui viendrait en réalité de l'Occident et pas des traditions africaines. Et même dans le préambule du code de la famille, c'est écrit conformément à la mentalité traditionnelle. Ah. Alors voilà. Alors déjà, quand on écrit conformément à la mentalité traditionnelle, on peut se demander de quelle tradition s'agit-il. Est-ce que c'est la tradition donc contaminée, polluée dont on a parlé précédemment en ce qui concerne en tout cas l'excision, et que pour d'autres pratiques aussi on aurait pu être aussi contaminé par les autres au point qu'avec le temps on a fini par associer cela à la tradition. Quand je lis par exemple à l'article 448, il est mentionné, la femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne. Wow. Alors, là... Après ça, on me demande pourquoi je vais pas me marier. Alors, en lisant cela, hein, on voit tout de suite que la femme, actuellement, au Congo, est perçue comme une mineure, hein, comme c'était le cas pour la femme eurasiatique depuis sa trajectoire historique des débuts jusque dernièrement en début du XXe siècle. Donc, alors, par la contamination des pratiques et comme aussi la nature de l'État en Afrique est calquée, copiée sur celle de l'Europe. Alors, en Europe aussi, c'était comme ça avant, et puis en Europe, ils ont changé, ils
ils ont fait des mises à jour, mais en Afrique, on n'a pas fait des mises à jour. On est resté un peu figé dans le temps. On peut prendre l'exemple par exemple du mariage en Afrique. Pour le mariage, les femmes perdent leur nom. Les femmes perdent leur nom. Elles ont le nom du mari. En tout cas, en Occident jusqu'à un certain temps. Au Québec, elles ne perdent plus le nom, elles peuvent garder leur nom, mais c'est très 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 récent. Je me rappelle, ça date d'hier là. Moi-même, j'étais déjà arrivée au Québec quand on a donné ce droit-là aux femmes. J'étais choquée. Voilà, exactement. Donc, on voit déjà par ce signe-là que déjà la femme européenne au mariage perdait son nom, alors que dans l'Afrique traditionnelle, la femme mariée ne perdait pas son nom, ne perdait pas son nom. Donc il y a des petits détails comme ça qui montrent que il est évident que ce sont les femmes européennes qui doivent conquérir des droits qu'elles n'ont jamais eus. Alors ici, c'est vécu comme une grande avancée, voilà. Elle peut garder son nom et tout, c'est une grande avancée du féminisme et tout. Mais pour l'Afrique, ce n'est pas une avancée parce qu'elles n'ont jamais perdu le nom jusqu'à ce qu'elles se retrouvent dans une situation où où ses activités sont régies par des lois qui sont calquées, copiées sur des traditions, des coutumes, des mœurs européennes eurasiatiques. L'article 449 si on poursuit, ce même code de la famille qui dit la femme peut, après avis du conseil de famille, recourir au tribunal de paix pour obtenir l'autorisation dont il s'agit à l'article précédent. Lorsque le mari refuse ou est incapable ou est dans l'impossibilité de l'autoriser, l'autorisation du tribunal est toujours provisoire. Ça veut dire que le tribunal va autoriser provisoirement et puis après, c'est le mari qui reprend les rênes du pouvoir. Donc, elle n'a pas autorité sur sa propre destinée. Donc, on voit que. Mais est-ce que ça, déjà, c'est pas contraire à la tradition africaine où les questions familiales se règlent en famille? Que vient faire un tribunal dans des questions familiales aussi? C'est à se demander parce que ça revient à toute cette histoire où on a des nouvelles constitutions et des nouvelles règles et qui s'infiltrent dans tous les domaines de la vie où normalement la famille, les gens proches devraient faire le travail, mais là un tribunal, c'est qui le tribunal? Ça, ce sont les résultats de notre occidentalisation, c'est-à-dire qu'on ne prend plus la peine, parce que même au début, le préambule du texte dit conformément à la mentalité traditionnelle. C'est exactement par rapport à cette phrase que je me rappelle que je dis, mais si c'est conforme à la tradition, le tribunal ne devrait même pas intervenir alors. Alors voilà, donc on peut se demander quelle est cette mentalité traditionnelle auquel on se réfère, parce que ça demande la mentalité, en tout cas à la lecture des articles, on n'a pas l'impression que ça reflète cette mentalité traditionnelle-là, en tout cas. Parce que ce soit la permission du mari, que ce soit l'intervention du tribunal, tout ça n'est pas africain. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà l'occidentalisation de nos sociétés a fini par créer des espèces de cacophonie juridique comme ça. Et voilà le drame en quelque sorte de la femme africaine actuellement qui essaye de reconquérir ses droits et qu'il y a comme ça sur son passage des interférences juridiques que l'on veut faire passer comme étant la tradition alors que ce n'est pas vraiment clair. Alors il est à l'avantage pour la femme africaine, pour y voir clair justement, de revisiter son histoire, de revisiter pas seulement l'histoire de sa communauté, l'histoire de l'Afrique en général,
de voir, bon voilà, si je suis, bon on a parlé du Rwanda tantôt, si je suis rwandaise, bon je regarde qu'est-ce que ça a été avant et qu'est-ce que aussi les autres femmes de l'Afrique ont aussi expérimenté dans leur histoire, qu'est-ce que les femmes ghanéennes, qu'est-ce que les femmes etc., etc., etc. Alors il faut revisiter l'histoire de l'Afrique au complet pour avoir une idée beaucoup plus juste de cette mentalité traditionnelle. Ouais. Ça va vraiment, c'est excellent. On va échanger ce qu'il y a de bien chez nous avec ce qu'il y a de bien chez eux. Et un truc que vous avez dit tout à l'heure que j'avais retenu par rapport à la définition des lignées et de l'héritage, que c'était par rapport à la lignée de la mère qu'il définissait les appartenances familiales. Est-ce que cela est dû à la polygamie? Non, en fait, non. C'est-à-dire que même en matière de polygamie, si on regarde très attentivement, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a le phénomène, les polygamies des nouveaux riches, hein, mais mais dans l'Afrique traditionnelle en soi, hein, bon, ça, toute proportion gardée, on constate que les gens sont polygames. En tout cas, si on remonte jusqu'à l'Égypte des pharaons, les gens sont monogames plutôt. J'ai dit polygame tantôt, je me suis trompé. Sont monogames, sont plutôt monogames. Et la polygamie ne concerne que des notables. Hein, mais l'individu moyen est monogame. Alors au Rwanda, c'est illégal même de tromper sa femme. On est très monogame. Voilà, c'est ça. Donc ce n'est donc la question de quand on regarde la question de la polygamie, parce que c'est sur cette question-là aussi que ceux qui font la promotion des religions essayent de jouer là-dessus en disant que les sociétés africaines, ce sont des sociétés d'incorrigibles polygames, alors la religion vient un peu pacifier les mœurs. Mais ça, c'est sans oublier que les aires culturelles dont sont issues ces religions-là sont polygames par définition. Hein, quand on lit la Bible, tous les patriarches de la Bible sont polygames. Alors, je ne sais pas quelle monogamie ils ont voulu amener en Afrique, puisque dans les sociétés sémites, que ce soit dans l'islam, ils sont tous polygames. Dans le judaïsme, l'homme a le droit d'avoir jusqu'à 100 femmes. 100? 100, oui, 100, 1, 0, 0. Ouais, 100. Il faut pas dire ça aux autres là qui s'explosent pour aller avoir cette vierge au ciel. Ils vont changer de religion tout de suite. Il y aura plus de guerre là. Tu es en train de faire la paix ou quoi? Oui, c'est ça. Donc la question de la monogamie qu'on est supposé devoir nous amener, ben la monogamie a été expérimentée en Afrique bien avant l'arrivée des religions. En Europe, c'est les Grecs et les Romains qui étaient monogames. Par exemple. Alors, qui est polygame en Afrique? Qui a le droit d'avoir plusieurs femmes, mais aussi la polyandrie, hein? J'ai entendu dire qu'il y a des cultures où les femmes ont le droit d'avoir plusieurs maris. Donc, ça se passe comment au juste? Bon, dans quel pays il faut que j'aille habiter, en fait? C'est ça la question. Ouais, mais on parle plus du côté de l'homme qui a plusieurs femmes, mais bon ben ça ça touche plutôt en règle générale les personnes les dignitaires de communauté, hein, ceux qui ont des très fortes responsabilités dans la communauté. Et il y a aussi, bon, effectivement, les mariages d'alliance entre communautés aussi, hein, soit pour des raisons politiques et tout ça là-bas.
ce n'est pas une polygamie des harems comme on voit par exemple au Moyen-Orient, hein, comme on voit au Moyen-Orient où on collectionne les femmes. Enfin bref, on connaît un peu l'univers l'imaginaire d'univers des harems. Oui. Ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où le chef de village ou le roi, vu qu'il a beaucoup de propriétés, qu'il doit continuer à conquérir par sa famille, doit faire plusieurs enfants. Donc plusieurs alliances avec plusieurs femmes dans différentes régions, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ou même au niveau des dignitaires, sans aller dans d'autres communautés aussi. Bon, il y a sur certaines, dépendamment des communautés, il y a aussi pour certains notables la possibilité de devenir polygame en fonction des règles qui régissent chaque communauté. Mais le plus important à retenir, par exemple, c'est de dire que on n'a pas à frustrer les Africains parce qu'on dit d'eux qui sont polygames, etc., etc. La monogamie est expérimentée et vécue dans les sociétés africaines bien avant l'arrivée des religions. Et il y a plutôt beaucoup de désinformation par rapport à cela. Surtout une fausse pensée. C'est faux de penser que les religions sont arrivées en Afrique pour amener entre autres la monogamie. Ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, pourquoi est-ce que dans la Bible ou dans le Coran ils sont tous polygames? Ils auraient pu commencer par eux d'abord. Effectivement. Et alors, c'est dans quelle éventualité qu'on trouve une femme avec plusieurs maris? Ce volet-là, je l'ai pas beaucoup exploré. C'est vrai que j'en ai entendu parler, mais ce volet-là, je l'ai pas vraiment beaucoup exploré, donc je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Bien sûr. En quoi est-ce que ça vous intéresserait que Ouais, parce que probablement le phénomène n'est pas aussi répandu en fait. Hein. Ce qu'on observe le plus, c'est la question de l'homme qui a beaucoup de femmes. C'est plus ça. Mais il doit y avoir pour la question des femmes qui ont plusieurs hommes, il doit y avoir des raisons objectives à cela aussi, comme pour les hommes qui auraient plusieurs femmes aussi, il y a des raisons objectives à cela. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que concernant la femme les raisons seraient moins objectives, hein, en quelque sorte. Donc, je vois. Il doit y avoir des raisons là-dessus. Et par exemple, si je donne par exemple le cas du royaume du Taureau, il y a la sœur du roi. En Ouganda. En Ouganda, la sœur aînée du roi, et alors son titre dans le protocole royal, c'est Batébé, donc c'est une femme qui fait office de la femme du roi dans le protocole en fait. C'est sa sœur, c'est sa sœur biologique, mais elle fait office de femme du roi. Mais ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, elle est la femme du roi. Wow, comme quand ils disent Osiris, Isis, Aïsata et tout, Voilà. C'est la femme et la sœur. Voilà, exactement. C'est un peu dans ce même contexte-là. Alors, c'est la femme du roi, et dans ce cas-ci, on se retrouve donc avec cette particularité-là qui a effectivement une visibilité historique ailleurs aussi.
Et en d'autres termes, c'est la femme la plus puissante, et elle est réputée être la meilleure conseillère du roi. Donc on voit que alors maintenant, est-ce que si on doit parler de l'avancée de la femme en matière de pouvoir de décision dans la vie politique d'un pays, est-ce que avec tout ce que nous on a expérimenté dans notre histoire, que les femmes africaines ont expérimenté dans leur histoire, est-ce qu'il y a des équivalences dans les autres dans les nations eurasiatiques? Je dirais non. Alors par exemple, quand on regarde aussi le cas des pharaons, hein, donc on a des pharaons et on a aussi des femmes qui ont aussi régné avec titre de pharaon. Alors on se rend compte par exemple qu'il y a 6000 ans, il y a une femme qui a régné en tant que pharaon, hein, s'appelle Mérit Néit, hein, elle fait partie de la première dynastie, elle est la 3e sur la liste. Donc il y a 6000 ans, c'est elle qui gouvernait. Alors, est-ce que à la même période en Eurasie, on avait ça? Non, peut-être même qu'ils étaient toujours dans leur cave là. C'est comment? C'est vrai, hein? Alors, c'est pas, c'est la réalité, hein? Voilà. Donc, c'est oui, bien sûr. Alors c'est pour ça que je dis que quand les femmes africaines veulent actuellement y voir clair en ce qui concerne leurs droits, il faut revisiter l'histoire du continent de fond en comble pour aller voir ce qu'il en est exactement concernant leurs droits, que ce soit le droit sur leur propre corps ou le droit sur leur propre destinée, et le droit qu'elles ont en matière de pouvoir de décision au niveau de l'organisation de la société, au niveau de l'organisation du pays. Alors on a par exemple, il y en a une par exemple, quand on dit que au niveau des religions révélées par exemple, les femmes ont une position un peu difficile. Il y a une pharaon, par exemple, son nom c'est elle est de la 19e dynastie, donc il y a 3200 ans. Hein, son nom de elle s'appelle Taousert Setet Enmut. Son nom de couronnement c'est Satra Meri Amon, soit fille de Ra, aimée d'Amon. Donc on voit que dans leur univers spirituel et tout, la femme égyptienne n'était pas en mauvaise posture. Et ça, c'est sans parler aussi du règne des Kandake, ce qu'on appelle dans la littérature européenne les Kandas, ces femmes dans les royaumes de Méroé, tout ça là-bas, qui régnaient avec plein pouvoir. Hein. C'était pas des reines femmes de rois juste pour la décoration là. Des femmes avec, Oui, c'est rendu ça les first ladies d'aujourd'hui. Rien que pour la décoration, elles ne servent à rien. Tu vois Michelle Obama en train de planter des légumes dans le jardin, quoi. C'est le rôle de la femme dans le haut de pouvoir en Afrique, c'était pas ça, quoi. Voilà, exactement. Alors voilà, des femmes avec plein pouvoir. Et quand on visite, c'est pas seulement en Égypte, comme on visite par exemple l'histoire du Dahomey dans le Bénin actuel, où à un moment donné, le roi Béhanzin a eu des difficultés, a eu des problèmes avec l'invasion des Français, hein, et au cours d'une réunion justement décisive, il y a l'assemblée des hommes avait décidé de ne pas faire la guerre, hein, et le soir, l'assemblée des femmes s'est réunie le soir, et elles ont décidé qu'il fallait aller en guerre
contre l'envahisseur français. Alors du coup, après leur décision, donc les femmes ont décidé d'aller à la guerre et puis les hommes ont ratifié la décision et les gens sont partis à la guerre. Donc on voit que dans les mécanismes de pouvoir de décision, dans ce cas-ci, ce bicaméralisme en quelque sorte au Dahomey où les hommes ont leur assemblée, les femmes ont leur assemblée, et puis bon ben voilà, les femmes participent au pouvoir de décision pour influencer l'orientation l'orientation politique du pays. C'est vraiment oui. Oui. C'est vraiment un excellent exemple par rapport au Parlement et par rapport des femmes au Parlement. Parce que il y a un article que je lisais tout à l'heure, que j'ai reçu à travers des amis dans le Independent pour célébrer donc la femme, qui dit un article sur les meilleurs et les pires endroits au monde pour être une femme. Donc le premier endroit, Iceland. Le deuxième endroit pour être une femme politicienne sur Terre, c'est au Rwanda. Parce qu'apparemment, le critère qu'ils donnent, c'est parce qu'apparemment, il y a une majorité de parlementaires au Rwanda, 45 sur 80 des parlementaires au Rwanda sont des femmes. Et donc, ils sont félicités dans le Independent, soi-disant que donc ça se traduit par comme étant le meilleur endroit où être politicienne. Mais d'après ce que vous venez de dire, ce n'est pas à travers un parlement d'hommes et de femmes, mais c'est plutôt d'avoir deux parlements. Un parlement pour les hommes, qui est indépendant, qui a du pouvoir et qui traite de certaines questions. Un parlement pour les femmes, qui est indépendant et qui traite de toutes les questions. Bon, en fait, ce bicaméralisme homme-femme, bon, c'est un exemple, c'était leur façon d'essayer. Alors maintenant, si dans le cas du Rwanda actuellement, ils ont décidé de mélanger, mais bon, ça ne veut pas dire que c'est mauvais non plus. Mais c'est qu'il faudrait plutôt... Ça n'existe plus nulle part, le bicaméralisme. C'est plutôt la compétition qu'on disait tout à l'heure entre les hommes et les femmes, où il y a un parlement. Et pour démontrer que le statut de la femme a monté, on dit « Ah, tiens, il y a un tel nombre de femmes à notre parlement. » Vous voyez? Mais ce qu'il faudrait plutôt interpréter ici, c'est plutôt de dire que oui, c'est vrai que le Parlement rwandais est dominé par les femmes, ça c'est clair, mais c'est plutôt de dire que ce n'est pas une expérience unique dans l'histoire de l'Afrique. Ça s'inscrit dans une continuité qui est longue de plusieurs millénaires. Mais l'article le présente comme un fait unique, un peu pour dire ah ben voilà. Ils ont évolué, ils se sont civilisés. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que le Parlement tel qu'il est, la configuration du Parlement rwandais actuel, c'est plutôt dire qu'elle s'inscrit dans une continuité historique africaine millénaire où les femmes ont toujours participé au pouvoir de décision pour orienter la politique de leur pays et tout ça là-bas. Donc ce n'est pas un fait unique, ce n'est pas isolé. C'est-à-dire que on l'aurait présenté en Europe, là oui, ça aurait fait un effet de sensation puisque ils n'ont jamais expérimenté ça dans leur histoire. Donc pour eux oui, ça pourrait paraître comme un événement unique, nouveau, heureux, etc., etc. Mais pour nous, elle s'inscrit dans une continuité, puisque ce cas-là, pour ce cas-là, en tout cas, il y a une grande visibilité historique à travers les millénaires, même pas les siècles, les millénaires. Parce que là, j'ai donné tantôt un exemple de la pharaone où elle règne il y a 6000 ans. C'est quand même il y a longtemps là. Il y a quand même longtemps. Et entre-temps, eux, ils étaient où Effectivement. Donc là, notre show arrive à sa fin. Je vous remercie vraiment énormément d'avoir été avec nous.
Donc, c'est quoi alors l'orientation? Pour terminer, on va dire à ceux qui nous écoutent, ça serait quoi l'orientation idéale pour que ce soit pour la femme, que ce soit l'homme? Est-ce que c'est ça justement d'aller maintenant au-delà d'avoir une majorité de femmes au Parlement, mais de plutôt avoir un Parlement justement? Et puis dans les ménages, ça serait quoi? On se dirige vers quoi idéalement? Bon, ce qu'on pourrait dire, hein, pour faire court d'une longue histoire, c'est que il faudrait que la femme africaine ne se revendique pas des combats des autres femmes. Hein. Elle a sa propre trajectoire historique. Elle devrait plutôt reconquérir, hein, au minimum, les droits qu'elle a perdus. Donc pour ça, il faudrait plutôt inciter la femme africaine à aller visiter son histoire, sa propre trajectoire historique, pour aller y dénicher des éléments, hein, des acquis qu'elle avait dans le passé, qu'elle va remettre sur le tapis aujourd'hui, parce que ce sont des acquis qui ont été éprouvés dans le temps et qui ont fait leurs preuves, et c'est plutôt cela qu'elle doit revendiquer plutôt que de rentrer dans une méthodologie de revendication des autres femmes ici eurasiatiques qui, elles, ont tout à conquérir parce qu'elles n'avaient rien avant. Excellent. Oui. Donc la femme africaine doit tout simplement rester dans sa place de maman de l'humanité et continuer à apprendre à ses enfants et à les discipliner, à les inspirer plutôt que de les suivre, quoi. Voilà. Et plus important aussi, c'est aussi de chercher à savoir qu'est-ce qui a fait dans le passé qu'elle a perdu son prestige, parce que même si elle arrive à reconquérir ses droits aujourd'hui, mais rien ne garantit que dans le futur elle va pas le reperdre. Alors oui, il faut qu'elle puisse sécuriser en quelque sorte son prestige. Une fois qu'elle arrive à reconquérir son prestige, il faut qu'elle arrive à sécuriser son prestige pour ne plus replonger dans l'enfer dans lequel elle se retrouve aujourd'hui. Excellent. Donc, on a besoin des femmes qui soient des reines parce que, d'après ce que j'avais entendu, pour devenir pharaon, pour un homme, il fallait absolument, ça dépendait en fait par rapport à quel genre de femme, à quelle femme que vous allez vous marier. Là, c'était pas l'inverse. Oui. Oui, effectivement, puisque évidemment c'est la matrilinéarité, hein, donc forcément la question des successions et tout ce qui est relié au pouvoir est fondamentalement lié avec la femme avec laquelle on va sceller que le roi scellera son destin. Excellent. Excellent. Alors, pour terminer avec une blague d'actualité, là, qu'est-ce que vous pensez du président tchadien qui est allé prendre sa femme numéro, je ne sais quoi, X peut-être, et qui l'a doté 26 millions de dollars ou quelque chose comme ça, là. Vous avez vu cette histoire? Oui, j'ai appris ça, que effectivement, il est allé prendre femme une soudanaise avec une dot assez extraordinaire. 26 millions de dollars. Oui. C'est combien de vaches, ça? Au Rwanda, on exige 100 vaches pour avoir une femme. 26 millions, là, ça achète tout un continent de vaches. C'est tout un cheptel, effectivement. Hein? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous en pensez vraiment, hein? Ah, qu'est-ce que j'en pense? C'est que vraiment, c'est un excès auquel le Tchad aurait pu se priver. Et cet argent, sans doute, aurait pu aller pour améliorer le système éducatif ou le secteur de la santé. C'est quand même beaucoup d'argent. Je me demande combien d'écoles primaires au Tchad auraient eu besoin de cet argent, ne fût-ce que pour acheter les fournitures scolaires des enfants. Est-ce que justement dans la tradition ancienne où un roi s'alliait à une femme qui était déjà une femme puissante
Est-ce que si on dit vraiment à une femme valable, une femme puissante, est-ce qu'on a besoin de payer 26 millions de dollars? Est-ce que ça le rend plus fort ou plus faible finalement? Parce que l'idée étant de se marier pour devenir plus fort. Est-ce que ça les rend plus forts ou plus faibles? Bon, ça c'est une très grande question. Mais je ne pense pas que le montant de la dot, c'est ce qui le rendrait plus fort ou plus fort. Ce qui rendrait son régime plus fort, c'est ce qu'il accomplira avec cette femme plutôt, parce que il peut payer le prix fort au fond pour une femme avec qui il ne va pas accomplir des grandes choses, donc il sera pas plus fort non plus. C'est ça en fait. Ok, donc c'est pas le prix de la taille, c'est pas le prix, c'est pas la taille, le prix de la dot qui compte, c'est c'est qu'est-ce qui compte? C'est les actions qui feront ensemble. Ah, parfait. C'est une excellente façon de terminer. Alors, les couples qui vont faire des milliards et des milliards et des milliards d'argent ensemble, bonne chance. On vous souhaite tout l'amour du monde. Les couples qui se dotent les 26 millions gratuits comme ça, là. Alors, Zwamba Simaga de Montréal, expert, chercheur, vous pouvez le retrouver sur le uhemmesout.com. Ça s'écrit UHEM-MESUT.com. C'est ça? Oui, c'est ça. UHEM-MESUT.com. uhemmesout.com, oui. Excellent. Je vous remercie d'avoir été avec nous. On a pris plus de temps que d'habitude, mais ça valait vraiment la peine parce que bon, il n'y a pas de limite normalement pour les belles choses. Mais malheureusement, c'est la radio, on doit terminer, quoi. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est très heureux d'avoir participé pour un sujet aussi intéressant et passionnant. J'espère que j'y ai mis tout le tact possible. Absolument. Vous allez avoir encore plus de femmes là. Ils vont toutes m'appeler demain pour me demander c'est qui lui là. Merci beaucoup Zwamba Simaga. Passez une belle soirée. Merci beaucoup aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, merci à tout le monde de nous avoir suivis partout où vous êtes. On vous souhaite la belle vie, les bonnes femmes, les bons hommes. Et voilà, bonne soirée, Louise Ouachou de Vancouver.